Chers téléspectateurs, bonsoir. Alors, en l'absence d'Axel qui s'est absenté pour raison professionnelle, je vous retrouve. Heureuse, très heureuse de vous retrouver, toujours aussi bien entourée. Maëlle, bonsoir. Bonsoir, Joël. Alors, un petit rappel sur les chroniques, sur les sujets que vous abordez dans l'émission, s'il vous plaît. Alors, j'aborde les thématiques de l'entrepreneuriat, de la vie associative et sportive, en parlant un peu des personnes que je rencontre sur mon parcours, notamment au sein du centre de formation Irisel, qui est également un espace de coworking. Très bien. Amanda, bonsoir. Bonsoir. Très heureuse de vous avoir avec nous sur cette table. Alors, quels sont les sujets que vous abordez en général autour du plateau? Alors, en général, je parle des tendances sur les réseaux sociaux. Oui. Cindy, bonsoir. Bonsoir Joël. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien, très bien. Alors, de quoi parlons-nous ensemble en général, pour ceux qui nous rejoignent et qui découvrent l'émission? Alors moi je suis une passionnée d'entrepreneuriat. J'ai entre autres la casquette de formatrice en création d'entreprise, donc c'est tout naturellement que je reçois des porteurs de projets ou des personnes qui sont déjà chefs d'entreprise et qui nous parlent de leur parcours, qui nous présentent leur entreprise et qui ont aussi la faculté de pousser d'autres personnes à justement tendre ou vers l'entrepreneuriat ou tendre vers des choses qu'elles souhaitent faire, tout simplement. Voilà. Avec des petites étoiles, comme les appelle. Mes petites étoiles, voilà. Alors, ce soir, on va recevoir un invité qui est en duplex, exceptionnellement, parce qu'il est à Montréal. C'est une pointure guadeloupéenne, comme on les aime. On a eu envie qu'il partage avec nous son expérience canadienne pour inspirer les jeunes qui ont envie de partir, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, qui nous parlent un petit peu de sa réalité sur la destination canadienne. Alors, est-ce qu'il est déjà en ligne ? Bonsoir, Monsieur Arconte. Bonsoir, Madame Bardely. Vous recevoir sur ce plateau des experts au féminin. Et merci de cet accueil. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous êtes basé à Montréal, donc au Canada. Vous êtes producteur, réalisateur digital. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste votre métier? Puisque réalisateur digital, il se peut que tout le monde ne comprenne pas très bien de quoi il s'agit. Tout à fait. En ce moment, c'est une évolution qui prend forme beaucoup sur les plateformes virtuelles. C'est-à-dire que ça consiste en 5 points à participer à l'architecture conceptuelle d'un événement virtuel, à la définition de ses objectifs en collaboration étroite avec des organisateurs qui veulent mettre en place des webinaires ou des ateliers. Et on voit beaucoup aussi des sommets virtuels. Donc, c'est surtout de participer déjà à cette architecture avant, pendant et après l'événement, comme dans la vraie vie, et dans un deuxième point, de concevoir, d'intégrer l'identité visuelle de cet événement, ainsi que sa direction artistique et celle des sponsors. Donc il y a tout le travail de l'image qui est très important aussi à appréhender en amont. Ensuite, il y a le fait de pouvoir proposer une solution virtuelle de cet événement, donc avec un outil digital adéquat pour produire et donc réaliser l'événement, c'est-à-dire piloter en coulisses les séquences audiovisuelles, toutes les interactivités, un peu comme on fait à la télévision en régie, et de consolider aussi surtout les rôles organisationnels, c'est-à-dire le temps pour le maître de cérémonie, former à tout ce que le maître de cérémonie doit pouvoir organiser et animer l'événement, aussi les présentateurs et les intervenants. Donc en fait, c'est tout ce qui concerne le processus de pré-production, de production et de réalisation d'un événement virtuel. Et ça, ce sont maintenant des demandes qui commencent à fleurir depuis que les événements virtuels ont en fait pris une place importante, surtout après la pandémie. Oui, mais justement, est-ce que le contexte Covid a développé cela? Parce que notre chroniqueuse, tout à l'heure, nous parlait d'un sommet à venir, Think Big, qui va se produire donc dans la Caraïbe. Vous avez observé que depuis la pandémie, ça a explosé? Alors, le terme explosion est très intéressant. Moi, je dirais plus que ça a contribué à une accélération et surtout à une mise en évidence d'une demande qui était latente avant la pandémie. Bon, effectivement, il y a eu
l'outil catalyseur qui est Zoom et qui a trouvé, grâce à son bouche à oreille, comme quoi le bouche à oreille est extrêmement puissant, il ne faut pas le sous-estimer, a récupéré cette forte demande par rapport à ce besoin de se retrouver ou de pallier à ce manque d'événements qui se faisait dans la réalité. L'explosion, oui, quelque part, elle a un peu aussi mis en évidence toute la sous-estimation du milieu numérique, digital et virtuel qui était déjà en latence depuis les années 2000. Donc c'est vrai que c'est parti un peu dans tous les sens. Il y a eu aussi un phénomène extrême où on va tout mettre en ligne, un peu n'importe comment, et tout transférer dans des événements dits virtuels. Et c'est là où on a vu un peu de tout et n'importe quoi. C'était assez inévitable. Donc quelque part, oui, il y a eu accélération, je dirais, et puis effectivement une forme d'explosion. Et là maintenant, ça retombe, puisque comme là, nous sommes en sortie de pandémie. Moi, je ne dirais pas, je ne veux pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais effectivement, maintenant, il y a une réapparition, une réouverture des événements dans la vraie vie. Et là, beaucoup d'organisateurs virtuels, de professionnels du métier commencent un peu à s'inquiéter parce qu'il y a l'effet extrême inverse. J'étais dans un sommet virtuel il y a quelques heures, c'est en début d'après-midi, qui est avec des organisateurs internationaux, organisés par une plateforme qui est basée en Inde, et le sujet commence un petit peu à faire grincer des dents. Moi, je suis très serein puisqu'on va plus vers un modèle hybride. Donc, il va falloir maintenant composer entre ces deux nouveaux paradigmes et ne pas tomber d'un extrême à l'autre, et ne pas forcément hybride ne veut pas dire 50-50. Donc, il va falloir à la fois innover dans le retour des événements en présence, mais continuer effectivement l'innovation et la complémentarité du virtuel. Donc, il y a tout un espace de créativité. Et je pense que là, le champ est ouvert, donc il y a beaucoup de choses à apprendre et à découvrir. Très bien. Avant d'aller un petit peu plus loin, on a un rituel dans cette émission. On parle un petit peu du parcours de nos invités, de leur formation. Comment en êtes-vous arrivé là ? Alors oui, c'est un parcours très autodidacte. J'ai une formation de directeur artistique à la base, en design graphique, design visuel, communication visuelle et stratégie conceptuelle. Donc je suis originaire de la Guadeloupe et de la promotion de Bainbridge 1992, donc ça ne me rajeunit pas, mais je viens du milieu littéraire, lettres et arts. À l'époque, c'était le bac à 3. Et ensuite, je suis parti faire mes études à Paris, dans une école privée, l'école de Penningen, une école internationale de design et de direction artistique et d'architecture intérieure, pour travailler ensuite dans le milieu de la publicité, de l'audiovisuel et de l'événementiel. Donc à la fois, c'était d'abord en agence, et ensuite, j'ai plutôt opté pour le consulting, le travail indépendant, et ce qui m'a amené ensuite de partir à Montréal en 2006, fin 2006, pour donc amorcer mon virage digital et surtout commencer à arpenter le web et le design digital, et ensuite en ouvrant le spectre plus maintenant vers les outils donc virtuels et digitaux pour tous les secteurs stratégiques, à savoir le marketing, la communication et bien entendu les sites web. Bon, ça c'est encore un autre sujet parce que ça commence à un petit peu se décanter, cette histoire de site web. Ça prend plusieurs formes, mais donc j'ai fait mon virage digital là-dessus, et ce qui m'a amené ensuite à m'intéresser de plus près en fait aux applications qui commençaient déjà à signaler la montée en puissance justement des univers virtuels, des plateformes interactives qui commençaient déjà à se réveiller dans des niches très stratégiques, et ce qui m'a amené à être en contact direct avec les startups qui sont
maintenant un petit peu plus international. Il n'y a pas que la Californie, hein, la fameuse Silicon Valley de Palo Alto, mais il y a une montée en puissance des pays de l'Est, il y a une montée en puissance effectivement de l'Inde, je l'ai mentionné tout à l'heure, et puis quelques pays européens, surtout les pays scandinaves, qui sont force de proposition face aux GAFAM, qui sont là et qui seront là pendant longtemps, mais moi je me suis plus intéressé justement sur ces secteurs alternatifs, et grâce effectivement au web, on a de plus en plus accès à l'envers du décor d'une application, d'une web application, comment ça se passe, quelles sont les étapes, et c'est en étant à la fois alpha testeur, bêta testeur et ce qu'on appelle aussi power user, c'est-à-dire ce sont des utilisateurs extrêmement avancés d'une application alors qu'elle va être déployée pour le grand public, ça m'a permis en fait de voir vraiment comment se passe l'élaboration d'une application et quelles sont les réalités en fait que rencontrent ce qu'on appelle les PDG, CEO, hein, et puis toutes les parties programmatiques, alors que je ne touche pas à une ligne de code, mais ça me permet de confronter vraiment à ce qui va émerger dans les 5-10 années à venir et ce qui en fait émerge en ce moment et donne un petit peu plus de spectre élargi face aux gros monstres tels que Zoom, Microsoft Teams ou ce genre d'usines à gaz qui ne sont pas, qui correspondront à des demandes bien précises. Mais moi, c'est plus le côté vraiment des niches stratégiques pour des niches extrêmement pointues et qui constituent en fait ce qu'on appelle maintenant des communautés. Et c'est à travers ces communautés en fait que je me suis de plus en plus intéressé à la partie production, réalisation, qui en fait fait lien avec mes fondamentaux de l'image, de l'audiovisuel et des technologies. Très intéressant, vraiment passionnant. Ça fait 15 ans à peu près que vous êtes en indépendant. Quel a été le déclic? Pourquoi vous êtes lancé à votre compte? Principalement la flexibilité et une certaine vision du travail alternatif, c'est-à-dire effectivement rester dans un bureau ou dans une agence. Attention, je ne fustige pas le fait de travailler en agence. Je pense que c'est essentiel de faire au moins 5 ans en agence. Moi, j'ai fait 8 ans en agence quand j'étais à Paris. C'est parce que ça permet d'avoir un certain nombre de repères, travailler en équipe, les contraintes, les budgets, comprendre la problématique des clients, et puis aussi être confronté aux réalités de vos supérieurs hiérarchiques. Puis ça vous donne une vision de ce que c'est effectivement de diriger une boîte. Est-ce que vous voulez vraiment monter votre boîte ou est-ce que vous voulez être en freelance, indépendant, consultant? Il y a plusieurs formes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de sortir de l'écosystème classique de l'entreprise et de me confronter un peu à des cruelles réalités d'être indépendant. Mais on voit qu'aujourd'hui, justement, la Covid a segmenter 2 formes de catégories de travail, hein, c'est-à-dire de travailler effectivement en entreprise, mais de travailler de chez soi, tout en travaillant pour la dite entreprise. Donc on voit que ce modèle se consolide et je suis un peu, je suis entre les deux, je suis à cheval. Je suis même quelque part un petit peu dans un format assez fluide, qui n'est pas forcément un indépendant à l'ancienne ou un consultant. Je pense que les choses vont de plus en plus se mélanger dans les formats ou dans les catégories. Et on voit bien que moi, j'ai quelques amis ici qui étaient beaucoup en entreprise et depuis la Covid, en fait, ils se disent mais non, mais finalement, j'ai pas vraiment besoin d'être en entreprise. Tout ce que je fais, je peux le faire de chez moi et je gère très bien le fait de séparer un espace de travail dans ma maison et de livrer, de fournir, alors que je ne vois vraiment pas la nécessité de me déplacer au bureau. Et puis il y a des entreprises qui jouent le jeu et qui disent très bien, pour ceux qui veulent rester dans le mode hybride ou à distance tout en étant avec nous, il n'y a pas de problème. Et puis il y a ceux qui ne supportent pas ou qui ne peuvent pas travailler de chez eux ou être consultants ou être indépendants et préférer effectivement le modèle plus classique du travail dans une société qui commence à se chercher et qui est confrontée aux nouvelles problématiques et nouveaux enjeux de ce 3e millénaire dont nous sommes déjà dans la presque moitié de la 2e décade. Donc il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment. Exactement. Vous évoquiez les réalités du travail en agence à l'instant, les vôtres.
un contexte plus hybride. À votre avis, quelle place auront les relations humaines dans ce contexte de plus en plus digital ces prochaines années? Ben, elles seront multiples, c'est-à-dire qu'il y a les relations humaines, on revient effectivement à la pandémie, il y a eu beaucoup d'impact, beaucoup de révélations sur ce que nous sommes, de notre niveau d'interdépendance par rapport à un modèle sociétal. Et puis il y a eu beaucoup de révélations sur le rapport émotionnel au travail et au rendement, au profit, à la performance. Donc, je pense que là, il y a beaucoup de conversations d'ailleurs sur ces questions-là dans les fameuses communautés, des fameuses conférences ou des sommets ou des ateliers même qui réinvente la façon d'interagir en travaillant, soit effectivement à distance ou soit sur le lieu du travail, puisque même les outils interfèrent quelque part dans nos relations humaines et révèlent beaucoup de ce que nous sommes dans nos habitudes, dans nos travers aussi. On parle beaucoup d'intoxication digitale, numérique, et il y a même maintenant dans les entreprises ce qu'on appelle, en fait, ça existait déjà, les fameuses retraites, mais ça devient de plus en plus prégnant. Il y a, je pense, une remise en question dans le rapport de l'être humain vis-à-vis de ce qu'il crée lui-même au niveau technologique, qui se répercute sur sa véritable nature. Voilà, en termes de comportement et en termes de relations entre les gens. Il y a un exemple, moi, qui me taraude assez régulièrement, c'est quand je sors, effectivement, je suis plutôt dans le centre-ville et puis je vois beaucoup de gens qui sortent du travail ou qui vont au travail. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont encore la tête dans le téléphone quand ils vont à leur bureau. Donc, est-ce que ça va changer dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? C'est un vaste sujet, mais il y a effectivement je pense qu'il y a eu beaucoup de révélations et beaucoup d'impact sur nos relations sociales, alors qu'on parle effectivement de réseau social. Il y a un véritable impact entre le virtuel et le réel, et le réel vers le virtuel. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous étiez installé au Canada depuis 2006. Pourquoi avoir choisi cette destination pour votre expatriation ? Alors, en fait, c'est vrai que moi, je suis né en 1974 et pour avoir vécu jusqu'en 1992 en Guadeloupe, il y a eu beaucoup. En fait, ma génération a été fortement influencée par la culture nord-américaine. D'ailleurs, la télévision y a contribué énormément puisque Éclair TV faisait partie des chaînes pionnières qui nous permettaient de bénéficier en fait quasiment en direct vis-à-vis de la France, des chaînes comme HBO, VH1, je me rappelle très bien, où on avait accès vraiment à tout ce paradigme nord-américain au-delà des films. Donc c'est une influence que beaucoup d'Antillais ont vécu. Et moi, j'ai voulu renouer avec cela, explorer et vivre cette influence directement en me rendant au Canada et précisément à Montréal, parce que Montréal, effectivement, elle a une particularité, c'est qu'il y a un héritage à la fois français et un héritage purement anglais par rapport à l'histoire, mais aussi une position géographique assez particulière vis-à-vis de New York. Nous sommes à quelques heures de New York, et donc il y a effectivement, Montréal reflète tout ça, et on retrouve cet accès direct à la culture nord-américaine dans son ensemble, et ça c'est juste une reconnexion d'une partie de mon influence adolescente dans les années 80 par rapport à la Guadeloupe vis-à-vis des États-Unis. Idéalise l'expatriation au Canada et notamment à Montréal. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a autant d'opportunités qu'à l'époque où vous êtes arrivé, et quels sont les domaines qui recrutent en ce moment ? Alors, c'est très variable. Les opportunités sont très variables. Par rapport à l'expatriation en elle-même, moi j'ai observé que ça change tous les 5-10 ans en termes d'abord
des modalités, des difficultés, des restrictions, puisqu'il y a eu effectivement dans les années 2006-2010 une recrudescence d'expatriés français. D'ailleurs, on les entend immédiatement grâce à l'accent à Montréal. Mais je pense que les secteurs qui recrutent le plus en ce moment, puisque Montréal fait partie des 4 leaders mondiaux dans l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un secteur qui est très en pointe à Montréal, mais ça sous-entend qu'il faut passer par les grandes universités de Montréal comme McGill, qui est l'équivalent de Harvard, donc une université totalement anglophone. Et puis il y a quand même l'Université de Montréal, qui est francophone, qui sont les 2 universités par lesquelles il faut absolument passer pour atteindre ce secteur-là. Après, il y a toujours les secteurs manuels, le travail manuel. Il y a beaucoup de construction en ce moment au Canada, beaucoup d'ingénieurs aussi dans tous les secteurs stratégiques donc en ce moment, mais les opportunités sont extrêmement variables. Donc là, même après 15 ans, il est difficile de dresser un canevas précis de quel secteur recrute le plus ou le mieux. Avec aussi les mots-clés sur Google, on retrouve rapidement des informations mises à jour, surtout les sites gouvernementaux qui sont très, très, très pointus et très précis. Donc moi, je pense que l'idéalisation, c'est quelque chose de normal, mais il y a quand même pas mal de réalités assez contraignantes à prendre en considération en amont. Profitons un petit peu de votre expérience sur place. Comment se passe la vie au quotidien? La qualité de vie est-elle à l'image qu'on se fait en Amérique du Nord? On parle beaucoup de personnes qui travaillent, qui laissent peu de place au temps libre. Comment vous l'expérimentez? Alors, effectivement, il y a une réalité par rapport au temps libre. Déjà, c'est en moyenne et assez régulièrement, c'est 2 semaines de congés annuels. Donc là, c'est assez brutal pour des habitudes beaucoup plus européennes. Oui, il y a une réalité particulièrement à Montréal et dans le reste du Canada, c'est que beaucoup de travailleurs, ce qu'on appelle les travailleurs ici, les travailleurs autonomes, ont 2 jobs, voire même 3 jobs en même temps. Ce qui est mon cas, puisque je suis aussi dans un autre secteur, même si je ne l'ai pas évoqué pendant la préparation de l'émission, mais je suis aussi à la fois figurant et doublure lumière dans le secteur du cinéma, puisque Montréal fait partie des 3 villes leaders dans le marché du cinéma nord-américain. Beaucoup de productions américaines sont tournées à Montréal. Donc il y a beaucoup de jobs en même temps. Et c'est vrai que ici, c'est beaucoup sur la planification. Il y a beaucoup de planification à Montréal, même dans sa vie personnelle. Là, c'est un petit peu plus détendu, mais quand je suis arrivé, la planification, c'est quelque chose qui m'avait... Alors moi, ça ne m'avait pas choqué parce que... Ironie de l'histoire, c'est que quand j'étais à Paris, je travaillais pour un client américain. Donc tout ce qui est pragmatisme, planification vraiment très pointu, je connaissais déjà. En revanche, dans la vie privée, la planification reste quand même quelque chose de très important. Donc, ils sont très à cheval là-dessus pour justement trouver un équilibre entre la haute exigence de performance dans les entreprises et une certaine forme de continuité pour planifier tout. Donc, ça, c'est vraiment la culture générale est un peu dominante. Après, vous vous adaptez. Vous devez beaucoup vous adapter. Quel conseil vous donneriez aux Guadeloupéens qui auraient envie de vivre une expérience au Canada, envie de s'expatrier ou d'y travailler quelques années? Alors, d'abord, bien réfléchir à son projet d'expatriation. Bon, moi, ça remonte déjà à plus de 15 ans, donc la donne a changé. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu extrêmement difficile pour la résidence permanente. Si vous voulez travailler, vous devez être résident permanent à minima. Il faut vraiment... Moi, je pense que le conseil, c'est faire un voyage de prospection ou de découverte. Il y a aussi les fameux PVT.
les PVT sont devenus permis vacances-travail, pour préciser. C'est devenu compliqué parce que les demandes étaient tellement fortes que maintenant ils ont haussé les critères d'admission. Et puis il y a ce moment assez stressant où quand le site est ouvert, il y a en moins de maintenant 20 minutes, toutes les places sont prises. Donc je pense qu'il faut... Moi, ce que je conseille, c'est justement de contourner un peu, profiter pour un petit voyage touristique, d'explorer, de découvrir et en même temps de se renseigner en rencontrant des gens et en visitant les choses pour déjà prendre le pouls et puis aussi surtout de prendre très au sérieux la question de l'hiver. Il ne faut pas sous-estimer ça. C'est 8 mois d'hiver quand même sur l'année, même si les changements climatiques perturbent un peu le cycle nord-américain, mais c'est 8 mois d'hiver. Et il faut bien prendre en considération que pendant ces 8 mois d'hiver, vous avez un pic de chute de température, si je peux dire, entre le mois février et le mois de mars, où on peut atteindre facilement moins 40 degrés en ressenti, c'est-à-dire avec le facteur vent. Donc ça, c'est toute la vie qui est changée. La façon de... voilà, le fait de se déplacer, la nuit qui tombe très tôt. Si on est en voiture, il faut prendre en compte la neige, se débarrasser de la neige. Évidemment, il y a tous les équipements. Il y a les souterrains de Montréal, mais c'est quand même 8 mois pour le mental. Moi, je vous fais une confidence, il y a beaucoup de Québécois et de Québécoises qui ne supportent pas l'hiver et qui craquent au bout du mois de mars, qui vont effectivement dans le sud, dans les îles caribéennes, pour un peu casser l'hiver. Parfois, c'est pas évident. Moi, j'ai pas de problème avec le froid puisque ça me pose aucun problème en termes d'adaptation. Mais quand on atteint les moins 30 et les moins 40, on le sent passer. Je vous crois sur parole. Avant-dernière question. Vous semblez très bien ancré au Canada, avec de bonnes habitudes pour l'hiver et tout. Mais est-ce que vous pensez retourner au pays ou collaborer avec la Guadeloupe, à défaut de rentrer ? Alors, le retour au pays est une question encore en suspens. Donc là, je n'ai pas encore bien exploré cette probabilité. Par contre, il y a effectivement quelques projets de collaboration en cours. Je ne peux pas trop en parler pour l'instant parce que ça prend du temps pour se mettre en place et puis c'est extrêmement pointu et pas forcément évident à certains égards. Mais pour l'instant, ces questions-là sont en cours. Mais le retour au pays, là, c'est quelque chose d'encore très flou. Toute dernière question. Je sais que bientôt, l'incontournable Salon international Web à Québec aura lieu. Un festival qui réunit ce qui se fait de mieux dans l'économie numérique nord-américaine. Est-ce que vous pensez qu'un tel événement peut avoir un intérêt pour les Guadeloupéens ? Parce que la région Guadeloupe parraine souvent des délégations en partenariat avec l'Office québécois de la jeunesse. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un impact pour nous ? Absolument, et sans aucun doute. L'impact, il est multiple. Déjà, alors Web à Québec fête ses 10 ans. Ça n'est pas rien, donc c'est quand même très important de le souligner. En plus, ils seront en format hybride cette année. Et pour l'impact, en fait, donc on peut effectivement, même si ça a déjà commencé aujourd'hui, puisque c'est sur 3 jours, comme vous l'avez précisé, mais je pense que il y a un intérêt effectivement d'en profiter à distance, parce que c'est quand même à la ville de Québec, parce que Québec, c'est une province, et puis il y a la ville de Québec, qui est la capitale du Québec, et pas Montréal. Montréal étant la capitale commerciale, donc il faut penser Pointe-à-Pitre-Basse-Terre, c'est la même chose. Mais c'est une source d'échange et d'informations incontournables à très haute valeur ajoutée. Ce sont vraiment les rencontres sur des contenus stratégiques concernant effectivement numérisation, digitalisation et virtualisation et tous les enjeux que nous avons un peu explorés dans notre entretien. Donc, le contenu en fait de ces événements-là, vous les avez qu'une fois à l'an. De plus, dans le contexte nord-américain, puisque Québec, effectivement, la province, la ville, et par rapport à Montréal aussi, sont très réactifs.
Donc il y a aussi beaucoup d'exigences sur le français par rapport au paradigme des anglicismes dans le milieu technologique. Vous voyez, même sur la forme, ils font très attention à ça, ils sont très pointilleux là-dessus, donc là c'est beaucoup de valeur ajoutée. Et puis c'est un levier d'opportunité. Donc les opportunités en ligne et même en tant que modèle événementiel à distance, il faut s'en inspirer parce que si on voit la courbe évolutive de l'événement sur sa forme et son fond, on parlait de production au début, la version 2011-2012 n'a rien à voir avec la version actuelle de 2022, alors qu'ils étaient déjà partis sur le bon pied, mais maintenant ils font effectivement partie, comme vous l'avez dit, je le confirme, des plateformes incontournables. Donc pour tous les acteurs stratégiques de la Guadeloupe, il ne faut pas rater cet événement et ça vaut le coup d'investir 140 € le billet à peu près en traduisant en dollars canadiens. C'est un investissement incontournable et stratégique. Et puis, ne pas sous-estimer, ça me revient par rapport au conseil si on veut s'établir à Montréal, il ne faut surtout pas sous-estimer le bilinguisme. L'anglais est très important. Donc, puisque Montréal fait partie dans un écosystème bilingue, c'est la seule ville du Canada qui a la communauté anglophone et la communauté francophone qui cohabitent et qui interagit. Donc il y a toujours le double affichage français-anglais et anglais-français sur tous les produits. Et puis il y a clairement une zone qui sépare donc la zone anglophone et la zone francophone. Donc c'est d'ailleurs à l'image même de l'histoire du Québec et du Canada. Et il y a beaucoup aussi de réalités culturelles qui sont derrière ça. Donc l'anglais est capital justement pour des nouveaux arrivants. Vous ne pouvez pas... on ne peut pas faire l'économie de l'apprentissage vers une maîtrise de l'anglais, que ce soit en immersif ou en cours de perfectionnement, mais il faut absolument prendre ça très au sérieux. C'est bien de le souligner. Merci infiniment, Rudy Arconte, pour cet entretien, un riche entretien. Plaisir. Je ne doute pas que votre profil retiendra l'attention de beaucoup de téléspectateurs. Pour ceux qui voudraient vous joindre, comment faire ? Simplement LinkedIn, sur le réseau LinkedIn, mon prénom, mon nom, Rudy Arconte, et puis donc il y aura tous les liens subséquents à cela. Voilà. Encore, à bientôt. Ça fait plaisir, merci, au revoir, merci mesdames. Eh bien mesdames, on parle souvent de pointure sur ce plateau. Axel nous a réservé un très bel invité aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé de ce qu'il disait à propos du bilinguisme, puisque les francophones pensent souvent que Montréal, si on parle français, donc c'est bon, on peut y aller sans pourtant maîtriser l'anglais. Enfin, je pense que tout le monde sait qu'aujourd'hui, pour pouvoir voyager, faire des choses, il faut au moins parler anglais. Donc, je pense que c'est la moindre des choses que de savoir parler anglais. Et moi, je trouve ça... Oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'ils partent là-bas parce qu'on parle principalement français. Mm-hmm. Mais les États-Unis sont pas loin. Donc, il est nécessaire, en fait, d'être au moins bilingue. Parler français et anglais, c'est tout à fait normal. Je rebondis aussi sur le fait qu'il disait qu'il faut, avant de vouloir s'engager sur... en tout cas, vivre là-bas, qu'il faut tester. C'est déterminant. C'est comme tester un produit, en fait. Y aller pour voir si, si ça entre dans nos critères et ne pas oublier le froid. Moi, je sais que c'est radical, non ? C'est rédhibitoire. J'éteins la clim ici parce que c'est à 24, donc imaginez moins 30 degrés. Non, mais c'est très important. C'est très important. Moi, je sais que j'avais connu ça pour New York. C'est une ville que j'adore. Et j'avais songé à un moment y vivre. Mais il faut y aller. Il faut voir, il faut discuter avec les gens, se rendre compte un petit peu des réalités. Et c'est clair que l'hiver, ça calme. Oui, et partout en fait. Pas forcément à Montréal ou au Québec, mais partout. Quand on tend vers une destination et on souhaite y vivre, il faut y aller un minimum, voir, tester. Oui, c'est la base. Voilà, tout à fait. Base. Maëlle, sur un sujet, vous aviez évoqué le métaverse dans l'émission. Il a parlé de réalité du web, de science-fiction de l'avenir. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne. Quel est votre regard sur son expertise du digital à Montréal ?
On a besoin d'experts comme lui en fait, parce que effectivement digitaliser une entreprise quand elle a déjà un modèle et un process qui est finalement très physique, c'est pas tout le temps évident. Mais par contre, se référer à des experts comme lui, ça permet de franchir le pas. Et d'ailleurs, avec nos invités qu'on aura en deuxième partie, on va parler d'un univers 100% digitalisé. Mais finalement, elles se sont dit dès le début qu'on ne fait surtout pas de physique. Alors que pour les entreprises qui doivent par contre changer un peu leur paradigme et revoir un peu les choses, ben là, un accompagnement tel que celui avec Monsieur Arconte est vraiment nécessaire et capital pour permettre aux salariés comme aux dirigeants de mieux s'imprégner des réalités et des possibilités que permettent le business en ligne. Oui. Voilà. Je sais que Amanda, je l'ai vu tiquer lorsqu'il a évoqué le fait que les gens travaillaient parfois avec 3 jobs en même temps, 3 jobs cumulés. Je sais que la qualité de vie est très importante pour vous. Est-ce que c'est une réalité qui vous séduit pour le Canada? Vous savez, pas du tout. Parce que vraiment, quand il a dit, je crois, 2 semaines... c'est ça, 2 semaines de vacances. Annuelles. À l'année, ouais. Non, je ne peux pas. Soyons clairs, je tiens à ma santé physique et mentale. Non, mais en tout cas, je vois qu'il s'y plaît bien et c'est l'essentiel. Moi, je sais que je n'aurais pas pu et 8 mois d'hiver non plus. En tout cas, très beau profil. Oui. Donc, j'espère qu'il vous aura séduit et qu'il aura suscité, ouvert des petites portes dans votre tête pour différentes opportunités. On va se rejoindre après une page de pub, mesdames, pour les chroniques. Yes. À tout à l'heure. Nous sommes de retour pour les chroniques des expertes. Alors, on va faire un petit tour de table. Maëlle, ce soir, de quoi allons-nous discuter ensemble? Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir à nouveau Business and Hunger avec les fondatrices Mina et Flo qui lancent pour la seconde édition le grand sommet Think Big. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Un event très attendu. Exactement. Amanda, de quoi allons-nous discuter ce soir ensemble? Alors ce soir, nous allons recevoir Julie, alias Julicious. Elle a sa propre marque de cosmétiques et elle va nous parler un petit peu de toutes ces casquettes qu'elle a. Très bien, une entrepreneur audacieuse. Exactement. Alors, chère Cindy, ce soir, de quoi va-t-il être question? Alors ce soir, mon étoile s'appelle Sandrine Bientil. On l'avait déjà reçue dans le cadre de l'émission. Oui. Aujourd'hui, elle passe dans ma chronique pour nous parler tout simplement de son expérience, de son parcours, de son entreprise et nous parler de son expertise également. Très bien, une professionnelle qu'on apprécie beaucoup sur ce plateau. Alors, on va voir s'il y a des gens en ligne. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Je vais vous laisser entre les mains expertes de notre Cindy. Bonsoir Sandrine, merci d'avoir accepté notre invitation et de deux, comme je le disais, vous êtes intervenue déjà au sein de l'émission Les Experts au féminin. Merci pour le temps que vous nous consacrez. Alors Sandrine, une fois n'est pas coutume, je vais vous demander de vous présenter aux téléspectateurs. Avec plaisir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Eh bien Sandrine Myrtil, 47 ans, maman de 2 grands garçons, chef d'entreprise, salarié, amie, compagne, voilà quoi, multicasquette. D'accord. Alors Sandrine, parlez-nous en fait de votre vie de manière générale. Vous avez dit que vous êtes maman, vous êtes également salariée, vous êtes entrepreneur. Comment vous faites pour jongler avec autant de casquettes? Eh ben, c'est vraiment l'organisation. Très franchement, si on n'a pas un minimum d'organisation, c'est pas possible. On peut pas le fonctionner en mode freestyle. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à me caler sur l'emploi du temps, on va dire, de mon dernier, donc qui est lycéen maintenant. Ensuite, je veux dire, j'organise un peu tout le planning autour de ça. Les journées sont longues, on ne compte pas les heures, mais quand on aime, on ne compte pas.
Vous êtes une passionnée, ça se ressent. Alors, en quoi consiste exactement votre activité? Comme je l'ai dit, vous êtes à la tête d'une structure qui s'appelle SM Conseil. Vous êtes la présidente et la fondatrice. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise et les services qui y sont proposés? Bien sûr, avec plaisir. Alors, mon entreprise, je l'ai orientée essentiellement sur tout ce qui est montage de dossiers de subventions, puisque j'ai travaillé pendant 13 ans donc, sur les fonds FEADER et POSEI. Et donc, j'accompagne tous les chefs d'entreprise donc à faire des recherches de financement, que ce soit subventions, aides régionales, tout ce qui est aussi appel à projet, marché public, parce que les chefs d'entreprise n'ont pas le temps, effectivement, déjà de faire la veille en fait, de ce type d'appel à projet. Et puis, les financements ne sont pas tous connus. Donc, je suis là en fait, pour les accompagner, pour les aider, leur faire gagner du temps et vraiment mobiliser le temps qu'ils ont, en tout cas sur leur cœur de métier. Et moi, je me charge vraiment de tout ce qui est administratif, on va dire les tâches un peu récurrentes et un peu lourdes, parce que ça demande du temps. Donc, je fais ça. Voilà, c'est les missions principales. Ensuite, c'est vrai que j'ai un axe, en fait, une casquette contrôleuse de gestion, donc qui me permet d'avoir aussi les prestations de business, en fait, tout ce qui est business model, business plan, tous les prévisionnels. Ça aussi, ce sont des prestations qui sont en mesure d'être proposées aux clients. Tout à l'heure, vous êtes contrôleur de gestion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce métier? Vous êtes un professionnel des chiffres. Donc, pour ceux et celles qui ne sauraient pas, qu'est-ce qu'un contrôleur de gestion? Alors, le contrôleur de gestion, il est le plus souvent rattaché à la direction. En général, c'est un travail qui se fait en coordination d'ailleurs avec la direction, parce qu'on travaille surtout sur la stratégie de l'entreprise. On est là vraiment pour réorienter lorsqu'il y a des écarts et proposer les axes d'amélioration. Donc, on est vraiment sur on va dire, plus en amont, contrairement au comptable, qui lui est vraiment dans la saisie, le recueil en fait de ces données financières. Moi, j'interviens en fait plus sur l'analyse, l'optimisation, la rentabilité en fait de l'entreprise. Le contrôleur de gestion, c'est pas une profession qui est réglementée, contrairement à l'expert comptable. Moi, ce sont vraiment des études en fait que j'ai poursuivies. J'ai suivi en fait un master 2, audit et contrôle de gestion. Voilà, pour vraiment, on va dire, fermer la parenthèse en fait avec les expériences précédentes. Vous êtes formé, vous avez une certification, et du coup, pour ceux et celles qui nous regarderaient, quels conseils pourriez-vous donner aux porteurs de projets ou même aux personnes qui ont déjà embrassé la casquette de chef d'entreprise pour justement ou se lancer ou continuer à travailler en tant qu'entrepreneur? Je leur dirais une seule chose, écouter. Il ne faut pas avoir peur en fait, de se lancer. C'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir se perfectionner, à être toujours faire des formations. On se dit oui, je ne maîtrise pas en fait, ce domaine, donc je vais me former. Moi, c'est vrai que j'ai 25 ans de salariat, 17 ans en contrôle de gestion, 13 ans spécifiquement sur les subventions. Très franchement, ça a été, je me suis fait accompagner, ça c'est indéniable, pour monter en fait ma structure. On ne peut pas passer du salarié à entrepreneur comme ça. Il y a certes en fait une appétence, on a une sensibilité en fait d'entrepreneur parce qu'on a une envie, on a une idée en fait qui nous motive en fait et qui nous stimule le matin. On se dit oui, j'ai vraiment envie de faire ça, ça me parle, donc j'ai envie de me lancer. Mais il faut se faire accompagner, c'est indispensable, de personnes vraiment compétentes, d'experts en tout cas en la matière. Moi, j'ai suivi un coaching pendant 3 mois pour pouvoir monter mon offre, pour bien en fait structurer ma prestation, et je me suis aussi accompagnée d'expertes en droit pour choisir le bon statut juridique, parce que ça s'improvise pas. Mais surtout, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en soi, et il faut y aller, et après, on s'améliore au fur et à mesure. Avant-dernière question, qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive, c'est vraiment toutes les prestations, en fait, en tout cas toutes les missions qui ont du sens. Aujourd'hui, je ne travaille pas ni pour impressionner, pour me dire, j'ai fait ça, je coche, en fait, juste cocher des cases. Aujourd'hui, tout ce que j'entreprends, a du sens. Que ce soit en fait sur ma casquette de salarié comme ma casquette de chef d'entreprise, les clients qui viennent me voir ont des projets en fait vraiment géniaux.
Donc je les accompagne, limite en fait c'est un peu comme si c'était mon bébé à moi, donc j'ai envie que ça fonctionne pour eux. Donc c'est ce qui me motive vraiment, et que ce soit personnel comme professionnel, ce qui a du sens et voir en fait les choses aboutir, c'est génial. La passion, toujours la passion. Alors, est-ce que vous pourriez nous communiquer vos coordonnées? Est-ce que vous avez un compte Facebook, Instagram? Si d'aventure, certains souhaiteraient s'entretenir avec vous et vous contacter? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis sur Instagram, donc sur Sandrine Myrtil Consulting. C'est la même chose pour LinkedIn et également Facebook. Et numéro de téléphone, en fait, où je suis joignable également, 06 98 96 2 fois 55. Et une adresse mail, contact@sandrinemyrtilconsulting.com. Merci Sandrine, peut-être qu'on se recontactera pour une 3e émission. À bientôt dans Les Experts au féminin. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Cindy pour cette nouvelle invitation. C'est toujours un plaisir de la recevoir. Exactement. Les expertes comme elles sont inspirantes, je trouve, pour les femmes qui nous entourent, qui nous regardent. Je sais que Maëlle est très sensible aux mamans entrepreneurs. Tout à fait. Comment vous avez trouvé un petit peu ce qu'elle disait? Effectivement, une organisation de main de fer est nécessaire pour mener à bien toutes les missions qu'on a en tant que femme. Et je trouve que c'est un très bel exemple, puisqu'effectivement, elle nous parle de son organisation. Moi-même, j'en ai une qui tient compte de ma vie de famille et oui, de mes responsabilités professionnelles. Oui. 3 points j'ai retenu. Organisation, passion, accompagnement. Je sais qu'Amanda est très sensible au fait de se faire accompagner par des gens compétents. Surtout, elle le disait, même si elle a été formée, mais elle n'a pas hésité à se faire accompagner, notamment pour les statuts. Donc elle sait où sont ses limites en même temps. Donc moi je trouve que c'est bien d'avoir des professionnels qui arrivent à se dire bon j'ai besoin de tel professionnel aussi pour tel domaine. Donc je trouve ça super sympa. Dépasser le stade de choker pour vraiment donner un bel élan à son entreprise. Merci encore Cindy. Avec plaisir. On va passer à Maëlle. Alors, je crois que vous allez nous parler ce soir d'un événement très attendu, un sommet qui a fait vraiment date l'an dernier et qui cette année promet d'être encore plus... Level up. Voilà. Exactement. Alors, il s'agit du sommet Think Big organisé par Business Islander qui aura lieu la première semaine du mois de juin. Et effectivement, après la première édition, qui a été vraiment une édition où ça marquait un peu le paysage de l'entrepreneuriat dans la Caraïbe, là, on aura l'honneur d'avoir une seconde édition avec des spécificités. Mais je vous propose justement d'en parler pleinement avec les fondatrices Mina et Flo, qui sont en direct de la Martinique et donc qui vont nous parler des tenants et aboutissants de ce bel événement qui est 100% numérique. Très bien. Alors, on va voir si elles sont déjà connectées. Bonsoir, mesdames. Comment allez-vous? Plaisir partagé. Je vous laisse entre les mains expertes de notre chère Maëlle. Merci pour l'information. Avec grand plaisir. Il me semble tout à fait normal de vous inviter à nouveau sur ce plateau, puisqu'effectivement, comme je l'explique en introduction, il y a un grand événement qui arrive à grands pas également, les 4, 5 et 6 juin. Et donc, cette expérience qui sera le sommet Think Big a le mérite d'avoir fait vraiment des émules l'an dernier. Et pour cette année, justement, je vous propose de présenter le concept et surtout, on reviendra tout à l'heure sur ce qui a mené aujourd'hui à cette édition tout aussi magnifique que l'an dernier. Yes, avec grand plaisir, mais déjà, on a eu l'honneur d'avoir une experte telle que toi l'année dernière au Sommet Think Big. On a encore des retours de ton intervention et des 16 autres experts qu'on avait reçus l'an dernier. Donc, pour faire court, le Sommet Think Big, c'est vraiment une célébration et un concentré de l'excellence qui vient de chez nous.
Donc, on fait vraiment ce travail de recherche pour aller chercher les experts, les personnes qui maîtrisent vraiment des sujets spécifiques de l'entrepreneuriat, du business, mais également du développement personnel, parce que vous le savez, à Business Island Girls, qui est digital, avec une vingtaine d'experts cette année qui vont nous partager leur savoir, leur stratégie secrète qui les amène à de grands succès pendant 3 jours en ligne. Exactement. Et puis le sommet a une particularité cette année, c'est qu'il va se passer dans le métaverse. C'est exactement. Surtout les masterclass, on a un volet supplémentaire. L'année dernière, on était focalisé sur des conférences, sur des échanges. Mais on a gardé ce format, mais on a rajouté un aspect beaucoup plus ludique et surtout éducatif qui sont les masterclass l'après-midi où les participants pourront déjà s'immerger dans le métaverse et profiter de plein de jeux, d'une expérience extraordinaire et pouvoir se connecter entre eux, mais surtout repartir avec du savoir et des stratégies clés pour pouvoir incrémenter rapidement dans leur business. Très bien. Alors, super programme. On a compris 3 jours finalement qui sont entiers cette fois-ci comparé à l'an dernier où il s'agissait essentiellement de matinées. On a parlé, vous venez de parler justement de la partie métaverse. Et comme vous le savez, c'est une des thématiques que j'ai abordées dès le début de ma chronique avec les experts au féminin. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas de quoi il s'agit, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications, nous dire également comment ça va se passer, quelles sont les conditions pour expérimenter cette expérience du métaverse? Alors, le métavers, pour faire vraiment simple, il s'agit d'un monde virtuel dans lequel on peut interagir avec un avatar qui est censé nous représenter. Et donc, la particularité de notre métavers, le métavers du Sommet Think Big, c'est qu'on va pouvoir vraiment échanger avec d'autres participants, donc leur parler en direct, se promener dans des mondes virtuels. Et si jamais je rencontre quelqu'un qui m'intéresse, que j'aime bien son business, je peux aller lui dire, bon, ben voilà, bonjour, je m'appelle Flo, enchantée de te connaître, avec ma voix, en fait, directement. Et on a voulu vraiment faire en sorte que ce soit accessible et simple, puisque ça reste une technologie qui est assez novatrice et qui n'est pas encore vraiment intégrée dans nos sociétés aux Antilles. Donc, ce qu'on a choisi comme plateforme est accessible depuis son téléphone portable, sa tablette ou son ordinateur. On n'a pas besoin de lunettes virtuelles, comme on voit souvent un peu dans les représentations du métavers. Et donc, c'est quelque chose avec une connexion simple en 4G. On peut se connecter et vraiment aller à la rencontre de non seulement les autres participants, mais également Mina et moi et d'autres experts qui seront là et qui se baladeront tout au long de l'événement dans notre monde virtuel. Qu'on se comprenne bien, pour les téléspectateurs qui suivent ce soir l'émission, il s'agit d'un événement 100% digital sur lequel vous pourrez vivre une expérience surdimensionnelle, puisque dans les Antilles Guyane, vous faites partie des pionnières qui se lancent sur le métaverse. Et donc, effectivement, on parlait d'ateliers qui s'y feront. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des grosses thématiques qui sont abordées lors du sommet? Alors, en fait, on a décidé d'aborder la thématique, le thème de cette année, c'est l'entrepreneuriat 3.0, le futur du business. Et on l'aborde en 3 thématiques, le lifestyle, la technologie et l'impact. Donc ça, c'est les grosses thématiques qui vont un peu diriger les 3 journées. Et l'après-midi, sur une thématique lifestyle, vous allez sûrement retrouver une masterclass qui va vous apprendre à comment diriger votre business en fonction du lifestyle que vous allez pouvoir établir. On va avoir une masterclass sur l'autodiscipline, se dire que la motivation ne suffit pas, comment on se crée des routines, on se crée des comportements qui nous permettent de toujours rester performants, même quand ça ne va pas, ou bien même quand on n'a pas la motivation. On va aussi retrouver... jour 2, par exemple, la crypto-monnaie. Donc le matin, on va parler de crypto-monnaie, de NFT, qui sont des sujets qui vont de pair avec le métavers et qui vont être pertinents aussi pour les futures entreprises des années à venir. Mais l'après-midi, on va vous montrer en fait comment concrètement je fais pour pouvoir investir dans les crypto-monnaies en tant que débutant qui n'a jamais fait ça auparavant. Donc on a une experte, Cassie Pierre-Louis, qui vient
du Canada, haïtienne-canadienne, qui va nous expliquer comment concrètement on peut prendre les choses en main et appliquer les stratégies qu'on aura appris le matin dans les conférences. Je ne sais pas s'il y a d'autres masterclass. Alors, elles sont toutes intéressantes. Il y en aura 12. Elles sont toutes intéressantes. Je prends encore sur le deuxième jour la masterclass sur les tunnels de vente. Un sujet qui est déjà compris, on va dire, par tout le reste du monde, mais avec lequel chez nous, on pêche encore. On est encore focus sur forcément un site Internet et de là montrer au futur ou bien à ceux qui sont déjà entrepreneurs comment pouvoir mettre en place un tunnel de vente. Alors, des fois, il y aura besoin de site Internet, d'autres fois non, mais surtout comment faire en sorte que les clients aient un circuit bien établi pour pouvoir venir à eux et acheter, en fait. C'est ça, de façon automatisée. Exactement. Très bien. Alors, un programme qui est dense, on a parlé des matinées et des après-midi, des thématiques qui seront abordées, mais justement, quelles seront les pointures en tant qu'experts qui sont positionnés sur ces 3 jours? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms, histoire de donner encore plus envie aux participants de s'y inscrire? Absolument. Alors déjà, on a l'honneur de recevoir Moana Lui, qui est à la tête du pôle création de Essence Magazine, qui est le plus grand magazine pour femmes noires aux États-Unis et même dans le monde, qui a un parcours vraiment brillantissime depuis des années. Elle s'impose sur différentes phases des médias et aujourd'hui, elle est non seulement à la tête d'Essence, mais également elle a créé sa propre marque de luxe, de bijoux, qui met à l'honneur nos traditions et notre culture antillaise. Ces bijoux ont été portés par Gwyneth Paltrow, par Cardi B, Mary J. Blige. Elle a vraiment fait fort en fait avec son entreprise qui a moins d'1 an et donc elle va vraiment nous parler de branding et comment utiliser sa différence en tant que Caribéen pour pouvoir se faire une place n'importe où dans le monde parce que c'est vraiment comme ça qu'elle vit au quotidien. Et implanter sa communauté surtout. C'est ça, tout à fait. On en a parlé d'ailleurs, on a fait un podcast un peu en teasing avec elle et rien qu'avec le podcast, elle nous a donné tellement d'éléments riches et on se dit mais pendant la session du sommet, ça va être encore plus riche donc vraiment rien que ça en vaut déjà largement le coup, surtout qu'elle n'accepte pas grand-chose comme interview en français, donc on est vraiment honoré de sa présence. On a également des personnes comme Aurélie Barnabo qui va nous parler d'amour et de relations amoureuses en tant qu'entrepreneur, qui nous paraît être un sujet super important dont on n'entend pas vraiment beaucoup parler. En tant que femme entrepreneur, on en parle beaucoup dans notre cercle d'amis. Voilà. Et on s'est dit que c'était important d'aborder ce sujet des relations humaines, mais des relations amoureuses en particulier. Donc Aurélie Barnabo, qui faisait partie d'une émission sur W9, Les Presses de l'amour, sera là pour pouvoir donner des conseils par rapport à ça. On aura aussi la Guadeloupéenne, Sandy, d'Aven Africa, qui parcourt la Forward depuis plus de 10 mois et qui va nous donner ses astuces, des clés pour pouvoir voyager à travers le monde, mais toujours construire un business rentable déjà et pouvoir créer un vrai média de portée internationale. C'est ça, et puis utiliser la force des réseaux sociaux parce qu'elle a quand même amassé une communauté de plus de 100 000 personnes en très peu de temps. Et donc, elle va vraiment donner des conseils sur comment utiliser cette force des réseaux sociaux et cette aspiration que beaucoup de personnes ont de voyager à travers le monde pour pouvoir voyager, mais aussi combiner cette envie de développer une entreprise. On a encore Petra Eusel. Oui, Petra Eusel, qui est une coach en développement personnel et coach exécutive, qui a coaché, elle a coaché de grands dirigeants à travers la Caraïbe, mais aussi à l'étranger, en Allemagne et en France. Depuis plus de 40 ans, elle coach, donc elle va nous donner vraiment ses conseils sur l'équilibre de vie, puisqu'on discutait avec elle avant le sommet, elle disait que voilà, pour elle, c'est vraiment un sujet qui est important dans notre génération, un peu millennials, où on a beaucoup de personnes qui sont à fond business, mais qui négligent en fait les autres sphères de leur vie. Donc là, on va vraiment parler d'équilibre de vie et comme vous pouvez le voir, le sommet Think Big va au-delà de juste stratégie business pure, il y en aura plein de stratégies business pure, mais on prend vraiment l'entrepreneur dans son ensemble pour pouvoir lui fournir des outils et des stratégies qui vont impacter sa vie de façon holistique en fait. On va rien négliger du tout, on passe de l'amour à l'argent, au bien-être, à la santé mentale également, à l'écologie également. On aura un panel sur l'écologie, comment créer un business éco-responsable. Donc vraiment, tout sera couvert et on parle vraiment de sujets qui seront pertinents pour les années à venir. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de futur du business dans la thématique de cette année, c'est qu'on parle de choses qui seront essentielles pour toute personne qui souhaite développer ou créer son entreprise dans les années à venir.
Exactement, on s'est donné à fond, aussi bien sur les participants cette année que sur le cœur du programme, qui a vraiment pour but de donner des stratégies impactantes, aussi bien pendant les conférences, mais encore plus pendant les masterclass, puisque les conférences sont gratuites le matin et vous pouvez quand même participer à l'expérience. Voilà. Franchement, je pense que si on n'a pas encore convaincu tout le monde, tous les entrepreneurs de la Caraïbe de s'inscrire, franchement, c'est qu'ils n'ont pas compris la portée de cet événement. En tous les cas, nous allons conclure sur la partie qui est quand même nécessaire. Hein. Comment peut-on concrètement s'inscrire à ce sommet? Alors, c'est très simple. Il faut se rendre sur le site thinkbig2022.com, THINKBIG 2022.com, et vous allez pouvoir avoir toutes les options nécessaires. Donc, soit vous pouvez prendre l'option gratuite, vous allez avoir 12 conférences pendant 3 jours, hyper riches, hyper sympathiques. Et si vous voulez vraiment avoir accès à tous les enregistrements des sessions, voir aussi toutes les masterclass, donc vraiment mettre en pratique les stratégies que nos experts vous auront transmises, avoir cette expérience du métavers, à ce moment-là, votre ticket sera payant. Je vous conseille de prendre votre ticket rapidement parce que les prix augmentent à mesure du temps où on est en train de se rapprocher de l'événement. Et à ce moment-là, vous aurez accès au replay. Vous pouvez nous rejoindre, nous rencontrer dans le métavers. On peut papoter en direct. Ça va être vraiment sympa. On a hâte. Et donc, tout ça se passe sur thinkbig2022.com. Et puis sinon, si vous avez des questions entre-temps, si vous hésitez, vous demandez mais comment ça se passe exactement, vous pouvez venir nous voir sur Instagram. On répond à toutes vos questions au compte Business Island Girls, BIZNES Island Girls. Merci mesdames, en tous les cas, je serai de la partie pour suivre cette fois-ci en tant que participante, mais pas en tant qu'experte, ce sommet, et ça me fera le plus grand. Est-ce que tu as vraiment le choix? Est-ce qu'on te laisse le choix? En tant qu'experte participante. Et toi, tu pourras profiter au contraire. Ça va être sympa. Parce que nous, on ne profite jamais des sessions du sommet Think Big. On est tout le temps en train d'organiser. Donc, on n'en profite pas. Donc, profites-en pour nous. Merci en tous les cas d'œuvrer de manière aussi de manière pointue pour l'entrepreneuriat et pour l'entrepreneuriat au féminin dans la Caraïbe, mais également pour tous. C'est très important. On a besoin de personnes qui guident un peu les autres vers le succès. Merci les experts. Mesdames, toujours un plaisir d'avoir Mina et Flo sur le plateau parce que ce sont des femmes tellement dynamiques qui œuvrent vraiment pour apporter une valeur ajoutée aux entreprises de chacun et de chacune. Donc, merci infiniment, Maëlle. Cindy, je sais que vous êtes sensible aux noms qu'elles ont évoqués. Il y a du très beau monde là. Exactement. Moi, ce que j'aime avec Mina et Flo, c'est leur dynamisme. Ah ouais. Elles rigolent. En fait, elles sortent du cadre, un peu ce truc qu'on veut. Et elles rigolent tout le temps et elles vous donnent l'envie, en fait, de faire les choses, de mener à bien les choses, d'entreprendre. Et même si vous ne voulez pas entreprendre tout de suite, mais en tout cas d'entrer petit à petit un peu dans le bain. Vous avez les clés. Oui, franchement. Et très sincèrement, des fois, j'y regarde pour avoir du peps. D'ailleurs, je trouve qu'elle démontre qu'on peut très bien être cadré, sérieux, experte, tout en se prenant parfois aussi à la légère, à savoir qu'elles sont très professionnelles. Ça fait partie des rares entrepreneurs que je vois aussi cadrés en termes de travail en profondeur sur leur mécanisme, automatisation, sur leur process. Il y a vraiment un travail. Une vraie rigueur. Ah oui, pour les côtoyer au quotidien. Il y a un travail phénoménal et monstre derrière ça. Et pour autant, sur les réseaux, elle se présente avec vraiment un dynamisme et une joie de vivre qui donne envie finalement de s'approcher d'eux. Et pourquoi pas, on peut très bien être experte sans avoir des terminologies hyper cadrées, hyper normées. Décomplexées. Voilà. Un apport décomplexé qui rend l'accessibilité à leur service finalement très facile. Puis ils prennent beaucoup de plaisir, ça se ressent. Je sais qu'Amanda, notre
chasseuse de tendance a dû être interpellée par quelques noms là. Je pense notamment à Moana Lu qui fait une carrière mais brillante aux États-Unis et à l'international. Ah oui, très clairement. Mais en général, les invités qu'elles auront, franchement, les thématiques qu'elles vont aborder, je trouve ça super sympa. Hein, vraiment, de toute façon, elles explosent. Je les suis sur les réseaux et ce sont des boules d'énergie, vraiment. C'est exactement ça. On va continuer ensemble, bien sûr. Amanda. Oui. Vous recevez ce soir Julicius, une entrepreneure audacieuse, comme je le disais tout à l'heure, avec des idées innovantes pour son business. Je vous laisse un petit peu la présenter. Alors oui, bon, c'est plus un secret. Je suis passionnée de make-up et je reçois Julie, alias Julicius, qui a sa marque de cosmétiques. Et elle est guadeloupéenne. C'est une entrepreneure vraiment audacieuse, multipotentielle. Elle n'est pas que CEO de Julicius Cosmétiques. Elle est influenceuse. Bref, elle aussi, c'est une boule d'énergie et je suis ravie de la recevoir ce soir. Alors, on va voir si elle est déjà avec nous en ligne. Ah, elle est là. Bonsoir, Julicius. Bonsoir, comment vous allez? Très bien, et vous? Très bien, merci. Ravie de vous recevoir. Il est un petit peu tard chez vous. Merci infiniment. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse entre les mains expertes d'Amanda. Bonsoir Julie, merci d'être avec nous ce soir. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter et présenter votre parcours un petit peu? Très bien, bonsoir tout le monde. Amanda. Alors moi je suis Julie Bergiot, la créatrice, la fondatrice de la marque de maquillage Julicius Cosmétiques. Je suis aussi la fondatrice d'une agence de communication et de stratégie digitale qui s'appelle Powerly et je suis créatrice de contenu sur les réseaux depuis environ 10 ans maintenant. Ça a commencé comment les débuts pour vous en tant qu'entrepreneur? À quel moment vous vous êtes dit ça y est, je me lance? Je pense que je suis née avec la fibre entrepreneuriale. J'ai eu un très bon exemple qui était ma maman, qui était donc libérale, donc à son compte. Donc moi, j'ai toujours eu une vision où, à un moment donné, je serais entrepreneuse. Ou c'était pas ce mot-là à l'époque, mais je savais que j'aurais soit mon propre cabinet, soit ma propre activité. Et donc j'ai fait les études pour. Et très rapidement, après avoir travaillé pour des grandes marques du make-up, j'ai très vite développé les premiers rouges à lèvres de la marque. Les débuts en tant qu'entrepreneur, ça a été comment? Et je suppose qu'il y a eu des moments de doute, ça n'a pas été facile. Expliquez-nous un petit peu. Alors, je pense que dans mon cas, les débuts, on imagine que c'est une période de doute, une période où on se pose des questions, on a peur de se lancer. J'ai toujours su vraiment ce que je voulais et je ne suis pas restée à me demander est-ce que je dois le faire ou est-ce que ça va être difficile. J'avais quelque chose en moi qui me disait fais-le, enfin même jusqu'à présent. C'est plus vraiment avec le temps, les expériences, les échecs et les réussites que là on apprend à avoir un nouveau regard et on évalue plus le risque et le danger. Mais au début, quand j'y pense, je me suis jetée là-dedans parce que j'avais cette flamme qui m'animait au fond de moi. Vous le disiez au début, vous avez fait des études. Je sais que vous avez un parcours plutôt scientifique, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, moi, je suis donc issue d'une licence scientifique. J'ai une licence de chimie parce que pour moi, créer des cosmétiques, il faut savoir ce que l'on propose et ce que l'on offre. Et il était indispensable pour moi de pouvoir apporter sur le marché des choses qui fassent du bien autant à la diversité qui était le plus mise en avant, mais aussi à nous, à notre couleur de peau, à ma grand-mère qui est de la Guadeloupe et qui aime pouvoir mettre son huile d'hibiscus. Et moi, j'arrive en lui disant mets tel rouge à lèvres. Il fallait que je puisse proposer quelque chose qui fasse du bien à tout le monde. Donc c'est pour ça que c'était indispensable que je sois le mieux formée. Donc c'est pour ça que j'ai la licence de chimie, mais j'ai aussi un CAP esthétique pour comprendre tout ce qui est mécanique de la peau, BTS esthétique, CAP esthétique. J'ai aussi une formation de make-up artist parce que c'est une casquette que j'ai en plus. Il fallait que je puisse comprendre tout cet univers de la beauté sur tous les angles. Bien, merci. Comme je disais, influenceuse multipotentielle. Vous avez un conseil à donner à tous ces jeunes et ceux qui sont en reconversion notamment à se lancer dans l'entrepreneuriat?
Le premier conseil va être soyez curieux, soyez audacieux. Tout peut être une idée, tout peut être une expérience, tout peut être enrichissant. Même la personne âgée qui radote, on me dit ah la mamie elle parle, elle dit des bêtises. Non, même dans ce qu'elle dit, dans son vécu à elle, il y a des choses qui peuvent servir d'expérience. Ça va être le premier conseil. Et 2, ne laissez pas vos peurs diriger votre futur. On va toujours avoir peur, il va y avoir des moments où ça va être difficile, compliqué, où on aura envie de baisser les bras et de tout lâcher, mais ça c'est la peur. Alors oui, il y a des jours où ça va être vraiment dur. Oui, il y a des jours où on va avoir des pics de réussite, où on va être très content et on va pas voir venir le down qui arrive derrière, mais ça fait partie du jeu et ça fait partie de l'expérience qui fait grandir l'entrepreneur. En tout cas, merci. Mais j'ai une dernière question en tant que passionnée de make-up. Julicious Cosmetics, est-ce qu'on peut espérer de nouvelles aventures? Alors, Julicious Cosmetics vit de belles aventures. On est en train de faire un grand développement sur les DOM. Donc là, on est présent déjà en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, au Sénégal. Mais on est en train de renforcer notre présence donc, sur le territoire des DOM. Et des petites surprises arrivent, il faut être connecté. Je sais que la Guyane nous réclame, il faut rester connecté. Peut-être imaginer des collabs avec des influenceurs antillais ou pas, non? On reste connecté? Moi, je ne demande que ça. Elles ne me répondent pas. Nous, on adorerait travailler avec des créatrices de contenu des Antilles, mais elles ne me répondent pas. Donc, bon. Donc, si vous passez par là, n'hésitez pas à revenir. Moi, j'aimerais bien, en tout cas, que les experts au féminin puissent vous accompagner à ce niveau-là. On serait ravis, en tout cas. Bah, écoutez, on va faire ça. Question, je sais que la NHA arrive à grands pas. Allez-vous y participer? Comment ça va? Comment ça se déroule à ce niveau-là pour vous? Dans le timing, il y a environ une semaine de la NHA, oui, on va y participer. Donc, Julicious Cosmetics sera présent non seulement avec le stand Julicious Cosmetics, mais on va aussi proposer une animation make-up pour tous les visiteurs qui sera gratuite, où on pourra leur offrir un make-up carnaval, tribal, peu importe, pour qu'ils puissent profiter de leur expérience au salon dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, Julie. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir et on espère se revoir bientôt sur le plateau des experts. Oui, merci beaucoup. À bientôt. Merci pour votre présence parmi nous, Julicious. Merci infiniment. À bientôt. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, Amanda, nous décrire un petit peu, nous expliquer ce que c'est que la NHA pour les non-initiés? Alors oui, la NHA, c'est la Natural Hair Academy. J'ai eu l'occasion d'en parler dans une émission précédente sur les experts. C'est le plus gros salon à l'échelle européenne qui regroupe, qui valorise en fait la beauté noire et oui, tout simplement la beauté noire et surtout les cheveux afro, métissés, crépus. Donc voilà, c'est le salon. J'attends cet événement, mais vraiment avec vraiment impatience, beaucoup d'impatience. Ouais. Cindy, je pense que vous avez tilté sur ces multiples formations. Elle a vraiment voulu comprendre tous les angles de son univers en termes. Donc, l'expertise, elle l'a eu avec la licence de chimie, elle l'a eu aussi avec un BTS, un CAP. BTS, esthétique, c'est ça. Elle est aussi maquilleuse. Là, franchement, scientifique. La formation, elle y est. Non, mais franchement, elle a coché toutes les cases. Ouais. À mon sens, je pense qu'elle a compris, en fait, parce qu'elle ne s'est pas lancée dans un concept où elle n'a pas, en fait, d'expertise. Parce que souvent, en fait... on se demande est-ce qu'on a effectivement les certifications, etc. Elle a un bac S, comme j'ai dit, et en fait, elle a voulu se lancer dedans. Mais moi, je rebondis sur autre chose. Oui. Alors, elle a franchement dit ce que je dis souvent. Vaincre ses peurs. Oui. Elle a parlé de période de doute. En fait, ce que certaines personnes ne comprennent pas, c'est que quand on se lance, quel que soit ce dans quoi on se lance, on aura toujours des craintes et des peurs. Parce que partir dans l'inconnu, ça fait peur. Bien sûr. Alors c'est soit on fait partie des perdants, soit on fait partie des gagnants. Et si on fait partie des gagnants, on se lance. Et comme je dis, il n'y a pas d'échec. Si ça ne se passe pas bien, si ça ne se passe pas comme on voudrait que ça se passe,
next, on passe à autre chose. Et c'est vraiment, franchement, je suis restée scotchée. Alors, j'adore le maquillage, hein, mais sur ce coup-là, je suis restée scotchée sur cette partie où je pense que certaines personnes ou se reconnaîtront ou auront envie de se lancer par rapport à des mots clés comme ça qui résonnent là où il faut, dans la tête et dans le cœur. Je l'ai noté, hein, c'est une citation ça. Hein. Ne laissez pas vos peurs diriger votre futur. Tout est dit. Voilà. Tout est dit. Et on a noté aussi, chère Maëlle, l'appel qu'elle lance aux influenceuses locales qui, pour qu'elles soutiennent une entrepreneure de Guadeloupe avec une belle marque de cosmétiques comme la sienne. Je pense, et je peux pouvoir m'avancer, on peut être les premières représentantes puisque nous aimons soutenir les entrepreneurs guadeloupéens qui percent dans l'international. Donc effectivement, nous pouvons être des belles ambassadrices, je pense, de Jolicious Cosmétiques. Coucou. Très bien. Merci en tout cas pour ce joli profil proposé ce soir. On va clôturer l'émission avec ma chronique, la chronique gastronomie et tourisme. Et ce soir, j'ai envie de partager avec vous un bon plan gourmand, parce que j'ai la chance de travailler avec des chefs talentueux. Et en Guadeloupe, là, le chef Strazel a ouvert une 3e table. Donc c'est une 3e adresse qui entre chez Maison Strazel. Le Yacht Club, qui fait peau neuve en fait. Je sais que Cindy est une fidèle cliente. C'est ma cantine. Alors, la cantine fait peau neuve. Elle fait peau neuve avec pas mal de nouveautés déjà dans l'espace. Alors, je peux lui les mains vides. Je vous ai amené des petites photos des plats. Pas de l'espace pour vous laisser l'envie d'aller découvrir sur place de quoi il s'agit. Mais je peux déjà vous dévoiler quelques petits secrets. Déjà, il y a une nouvelle terrasse qui a ouvert sur la mer. On est face au Macte, donc je vous laisse imaginer. En journée, c'est magique, mais le soir, c'est juste sublime. Avec les lumières, c'est juste magnifique. Et avec les assiettes de la mer du chef Strazel, sincèrement, c'est une tuerie. La table, c'est une table orientée vers la mer. Par rapport au site, en fait, ils ont refondu toute la carte. Tout est exclusivement tourné vers des produits de la mer. Donc on retrouve les burgots, on retrouve des langoustes, on retrouve tout ce qu'on aime en fait. Je sens que vous êtes déjà interpellés, ça fait plaisir. Il y a aussi un nouveau ponton. On parlait d'espace. Il y a un nouveau ponton qui va accueillir des bateaux. Donc quand le week-end, on part comme ça en sortie mer, on a envie de déjeuner. Le dimanche, c'est brunch. On s'amarre au ponton, on monte, et puis on peut s'attabler, puis repartir. C'est sympa, non? Ah ouais. On y va quand, du coup? Ah mais comme vous voulez. L'adresse a ouvert hier avec la fête des mers. Il y a eu des premiers privilégiés qui ont eu l'occasion de découvrir l'espace et cette table de la mer. Et dès aujourd'hui, c'est parti. C'est ouvert tous les jours. Et il y a 2 nouveaux rendez-vous gourmands. Le jeudi, c'est after work. Donc tapas, cocktail. Il y a un nouveau barman qui a été embauché. Et en termes de mixologie, sincèrement, c'est une pointure. Cocktail signature et tout, ça peut être super sympa. Et donc le dimanche, comme je le disais, avec le brunch, en plus de ce qui se passe toute la semaine. Yeah. Ça vous tente? Spécial fête des mères ce dimanche, c'est ça? Oui, dimanche dernier, juste hier, il y a eu un déjeuner qui était vite complet. Les réservations ont été conséquentes très rapidement. Les gens ont eu envie de découvrir ce nouvel élan. Donc c'est parti. Yeah. Alors là, je suis fan de cocktail déjà, donc j'ai vraiment envie d'y aller là. On va attendre le retour d'Axel et s'organiser quelque chose là-bas. Très bien. Alors là, moi je suis fan de bouffe, donc on y va quand on veut. Maëlle, excuse-moi. Maëlle, fan de vegan? Oui, mais je suis, à ce qui paraît, je peux trouver des équivalents, on est d'accord? Oui, tout à fait. Bon, on va clôturer cette émission sur cette note joyeuse. Chers téléspectateurs, merci encore de nous être aussi fidèles. Et on donne rendez-vous lundi prochain, même heure. À très bientôt.